Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. L'urine recueille toutes les informations du corps. En fait, l'urine, c'est un filtrat du sang. Notre sang est filtré au niveau des reins et va produire l'urine stockée dans la vessie et qu'on va évacuer régulièrement. Donc l'urine, en fait, elle récupère, elle est tout en bout de chaîne de tout le processus digestif et elle va récupérer les informations qui viennent de tout le corps. Donc voilà pourquoi c'est... Et dans les tantras de médecine, on dit que l'urine, en fait, c'est comme un miroir qui reflète clairement l'état de santé. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec un parcours de vie étonnant et surtout une expertise évidemment qui en découle. Patrice Richard est installé sur les canapés, tout droit venu de sa Normandie, non pas natale, mais celle qu'il a adoptée et où il s'y sent très bien. Bonjour. Bonjour Marc. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. On est bien en Normandie. Ah oui, très bien. On est très très bien. Merci d'être là, merci d'accepter de vous exposer comme ça, de parler de votre parcours de vie et de votre pratique, praticien en médecine traditionnelle tibétaine. Et quand je disais du parcours de vie, et quand on prépare l'émission, il y a toujours ce qu'on appelle une fiche de production qui nous donne des éléments pour construire l'émission. Alors, la construction de l'émission, il y a une trame que je respecte jamais. Parce que je me laisse porter par le flot de ce qui va être dit. Alors, est-ce que je reçois la tortue ou le poète aujourd'hui? Parce que c'est les deux petits surnoms qu'on vous a donnés. Pourquoi on vous appelait comme ça? Quand j'étais enfant, oui, on me disait que j'étais toujours dans la lune. Et c'est vrai que j'étais assez connecté, on pourrait dire, hein. Le souvenir qui me vient là tout de suite, c'était mes grands-parents avaient non pas une ferme, mais il y avait toute une basse-cour et j'allais me cacher dans le foin pour observer les chouettes. J'étais toujours très connecté à la nature et vraiment au mystère. L'invisible. L'invisible. Ouais. Alors on peut comprendre pour le poète et la tortue. La tortue, c'est toute une histoire, c'est-à-dire que un jour, alors que je suivais des enseignements dans un temple bouddhiste, j'étais pas du tout bouddhiste, mais la nuit, je fais un rêve et je trouve une tortue dans mon rêve, par terre. Je prends la tortue, je la mets dans mes mains comme ça et la tortue me parle et elle me dit « Viens, on rentre à la maison. » Waouh. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit « Je prends refuge. » Magnifique. Donc dans un monastère tibétain? Un temple tibétain, un temple en Normandie. Tibétain, en Normandie. Ouais. Alors on va voir ce parcours de vie, parce que je dis parcours parce que ce mot est évidemment plus que justifié, au-delà de la pratique et de l'expertise qui va en découler. C'est qu'il y a quand même, dans votre histoire, j'allais dire une histoire qui est assez étonnante parce que vous venez pas du tout de ce milieu spirituel, de ce milieu tibétain, bouddhiste, de tout cet enseignement que vous pouvez nous proposer aujourd'hui. Vous venez d'un cursus purement scientifique, là, pour le coup. Technique, oui. Technique, oui. Et laboratoire pharmaceutique. Oui, la chimie fine, oui. Je travaillais dans un groupe pharmaceutique, mais dans une entreprise de chimie. J'ai fait mes études à Nancy en génie des procédés. Qui n'a rien à voir. Donc je me destinais vraiment à une carrière industrielle. Même si, quand j'étais enfant, je rêvais d'ethnologie, j'ai toujours été attiré par le Dalai Lama, par les Inuits, les aborigènes, toutes les sociétés traditionnelles. Qui ne faisaient pas partie de votre enseignement, enfin tout du moins de votre éducation? Non, mais mon père étant l'historien local, on avait accès à énormément de livres. Et puis, là où je suis né, en Champagne, c'est le berceau des Templiers. Donc il y a aussi une histoire spirituelle, on pourrait dire. Ouais. Même si, à la maison, on ne s'était pas du tout... Et ma mère, d'ailleurs, dit « je comprends pas, j'ai fait 2 mystiques ». En parlant de ma sœur et moi. De vous et de votre sœur.
Et puis alors, il y a aussi, dans ces parcours de vie, des déclencheurs. Ouais. 2004, Premier septembre déclencheur. 2004, il y a évidemment un accident, cet accident de crise cardiaque inexpliqué qui arrive de quelle manière? En pleine nuit, alors c'était pas une crise cardiaque, mais ça je savais pas du tout. J'étais en pleine nuit, tout allait bien, mes parents étaient à la maison, on allait se promener au bord de mer, marcher aux poissons, week-end idéal. Et en pleine nuit, douleur atroce dans la poitrine. Je vois toutes les murs de la chambre qui se mettent à défiler, à tourner. Je réveille mon épouse. J'avais plus de voix. Et en 2 temps 3 mouvements, le SAMU m'emmenait en cardiologie, en soins intensifs. Ouais. Et là, ma vie bascule, parce que c'est un univers que je connais absolument pas. Et je me demande vraiment où je suis. Ouais. Et vous en réchappez évidemment, fort heureusement, et sans séquelles. Sans séquelles. Ouais, ce qui est important. Même si j'étais très, très... Enfin, c'est vraiment un événement très, très marquant. J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Physiquement et mentalement. On dit souvent que c'est la vie qui vous rappelle à l'ordre. Oui. Que voulait vous dire la vie à cet instant-là? Peut-être j'étais pas sur la bonne voie. On a parlé de poète tout à l'heure. Dans mon enfance, on me disait que j'étais poète et je pense que j'ai voulu prouver que non, j'étais pas du tout et que j'allais suivre une voie bien carrée, bien structurée. Et peut-être que c'était pas la voie qui m'était destinée. Mais le parcours est toujours important. Et vous faites une expérience de mort imminente? Non. Non. Alors, à partir du moment où vous avez effectivement cet accident que l'on imagine si douloureux et si transformateur, qu'est-ce que vous allez faire dans la foulée alors? J'ai commencé à suivre des enseignements. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce temple bouddhiste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc j'ai suivi divers enseignements, beaucoup de soins aussi, pendant 9 mois. Donc après coup, je me dis, c'est rigolo, c'est le temps d'une gestation. Et donc je me suis intéressé au Reiki, des choses comme ça que j'ai abandonnées par la suite. Aujourd'hui, je suis dans une pratique vraiment très traditionnelle. Mais j'ai commencé à recevoir le programme du centre bouddhiste, dont on parlait tout à l'heure, dans ma boîte aux lettres. Je ne savais même pas que ce centre existait. Si ça, c'est pas un second signe. Donc, je comprenais rien au programme, les termes sont assez abscons, et j'en ai reçu, je sais pas, 2, 3, jusqu'au jour où j'ai vu Initiation du Bouddha de médecine. Le frisson me parcourt tout le corps. Là, je prends le téléphone et j'appelle. Et on me dit, vous êtes bouddhiste? Ben non, je suis pas bouddhiste. C'est réservé aux bouddhistes. Non pas que ce soit secret, mais ça demande un engagement de votre part. Et là, on me dit, ben, vous savez, il y a des enseignements les week-ends, c'est ouvert à tout le monde, sur la gestion des émotions, sur la méditation, etc. Venez quand vous voulez. Et c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai mis les pieds pour la première fois de ma vie de cette vie dans ce temple bouddhiste et jusqu'à rêver de cette tortue et prendre refuge pour entrer dans la religion, la tradition bouddhiste. Et tout était lié. Et tout était lié, oui. Ouais, clairement. Alors évidemment, il y a des maîtres qui vont venir parcourir, en tout cas qui vont s'insérer dans votre parcours de vie. Je vous laisse le prononcer parce que je suis sûr que je vais me tromper, qui est un médecin tibétain en fait. Médecin, yogi, détenteur d'une tradition spirituelle, oui, c'est le docteur Nida Shenaksang. Et comment est-ce que vous le rencontrez lui? Et qu'est-ce qu'il va vous apporter? Il m'apporte beaucoup et j'ai encore des frissons qui me parcourent quand j'en parle. C'est vraiment quelqu'un qui est très important pour moi. En fait, j'ai donc suivi ces enseignements bouddhistes et alors que j'avais pris refuge, donc j'avais mon lama auprès duquel j'avais pris refuge qui venait au Havre donner une conférence. Et lors de cette conférence, j'ai vu un de mes collègues de l'industrie que je connaissais pas, une entreprise de 800 personnes, on se connaissait pas. Et là, il me parle du centre Kalachakra à Paris, dans lequel il était allé pour suivre un stage, un week-end, introduction à la médecine tibétaine. Est-ce que tu connais? Je connais absolument pas. Il me dit, j'ai un livre écrit par un médecin du Dalai Lama sur la médecine tibétaine, je te l'apporte au bureau. Et là, dès que je l'ai ouvert, là encore, les frissons qui me parcourent tout le corps, c'est ça que je dois faire. C'est plus fort que moi. J'ai cherché sur Internet, c'était les débuts d'Internet, encore que. Et je me disais, mais comment je peux rencontrer un maître authentique? C'est impossible. Et j'ai un travail, j'ai 3 enfants, je ne peux pas partir dans un monastère comme ça, quitter cette vie pour aller apprendre la médecine tibétaine. J'avais un peu fait une croix dessus. J'ai lu tout ce que j'ai pu sur la médecine tibétaine, jusqu'au jour où un de mes amis qui me faisait des séances de réflexologie plantaire me tend une brochure de son école et me dit, tiens, ça c'est pour toi. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cursus de médecine tibétaine, ça commence en septembre en Espagne, c'est pour toi. Et là encore, les frissons de la tête aux pieds, il faut que j'y aille. Le mental reprend le dessus, je ne parle pas espagnol,
ça fait rien, c'est plus fort que moi, je dois y aller. Parce que toute la formation est en espagnol? C'était en anglais. En anglais. Ouais. Oui, lui il parle anglais, c'était traduit en espagnol pour les Espagnols. Et, du coup, je l'ai suivi en anglais. Mais je lui dis, mais ça sort d'où ce prospectus? Où tu l'as trouvé? Alors il me dit, attends, c'est un truc de fou. Il me dit, je me suis promené sur un salon, et il y avait un stand vide, une table, et il y avait ça posé dessus. Mais c'est incroyable. Alors il me dit, je l'ai pris, j'ai refait un tour, quand je suis repassé, le stand n'était plus là. Mais je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette histoire? C'est comme le petit poussé, en fait. Hein. Tout est fait pour avoir des petites pierres blanches à chaque fois dans votre parcours de vie qui vous incitent à dire, allez, prends une autre direction. Et comme vous n'avez pas voulu l'entendre, la vie vous sanctionne suffisamment dur, mais suffisamment soft aussi pour que vous puissiez ensuite continuer votre chemin. C'est assez fascinant. Donc vous allez vous former? Oui. Donc je sors mon plus bel anglais pour contacter la personne qui s'en occupe. Elle me répond en français. Sa mère est française. Ça aussi. Et juste avant de partir, je lui dis, mais je sais pas comment me rendre au monastère. J'ai mon circuit, l'avion, la gare routière, le bus, etc. Mais je sais pas comment aller au monastère. Je viens de chercher. Mais tu viens me chercher où? À l'aéroport. Mais je dis, mais il y a 110, 120 km. Je viens de chercher. C'est comme si à partir du moment où j'avais pris la décision, en fait, on me déroulait le tapis rouge. On m'a vraiment simplifié la vie. Incroyable. Fascinant. Alors, vous êtes aujourd'hui donc praticien en médecine traditionnelle tibétain. Ça aussi, elle porte un nom, cette médecine? Oui. De la même façon que personne ne parle de la médecine indienne, on parle d'Ayurveda. Et en fait, la médecine tibétaine s'appelle Sowa Rigpa. Voilà, Sowa Rigpa. Rigpa. Exactement, qui veut dire? Ça veut dire la connaissance de la guérison ou la conscience de la guérison. En fait, on ne parle pas de Tibet dedans. C'est comme Ayurveda, la science de la vie. C'est tout simplement un terme générique pour parler de médecine. Quels sont les fondamentaux de cette médecine-là? Alors, il y a un aspect qui est très important, c'est la spiritualité. Ce que j'ai dit, Sowa Rigpa, connaissance de la guérison, mais on sait que toute traduction est une trahison. Il y a toujours un contexte. Comme les mots, on peut avoir plusieurs sens. En tout cas, une interprétation qui peut varier en fonction. Et il y a un autre sens, qui veut dire nourriture de la conscience. Donc là, on commence à sortir du domaine purement médical, mais pour aller sur des choses bien plus spirituelles. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la médecine tibétaine, par rapport à l'Ayurveda ou la médecine chinoise. Ce qui est assez incroyable, c'est que de par votre cursus dans les laboratoires pharmaceutiques, et notamment ce que vous appelez le génie des procédés, où il y a une connotation très scientifique pour le coup, on est aux antipodes de ce qu'on a dû vous apprendre là. Donc ça a dû complètement déconstruire ce qui a fait votre première partie de vie. J'avoue que les premiers cours du docteur Nina Chenagsan, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Il nous parlait de la mort, de corps d'arc-en-ciel, de ces lamas tibétains dont le corps disparaît lorsqu'ils décèdent. On ne retrouve que les ongles et les cheveux, des choses comme ça. On se dit, mais... il y a quelque chose où on n'arrive pas à concevoir. Oui, bien sûr. Pour le coup, c'est sûr que... Et pourtant, vous vous sentez à votre place. Oui. Dès que le cours a commencé, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je me sens au bon endroit, à la bonne place. Je buvais ces paroles. Est-ce qu'on a envie à ce moment-là, parce qu'on sait qu'on a la possibilité peut-être de faire des recherches, de faire des expériences qui permettent d'aller explorer peut-être des vies antérieures, de se dire... Le fait de ressentir comme ça et d'arriver dans un endroit en se disant « Waouh, je suis chez moi, à ma place », ça doit vouloir dire quelque chose. Oui. Vous avez fait d'autres expériences? Oui, alors, et avant, en parlant de vie antérieure, c'est-à-dire qu'avant même de commencer ce cursus, j'avais des rendez-vous chez des thérapeutes, et alors que j'étais en train de lire des livres sur la médecine tibétaine, un magnétiseur avec lequel j'ai fait des hypnoses régressives, je m'installe à son bureau et j'ai même pas parlé. La première chose qu'il me dit, il me regarde, il me dit « Vous connaissez la médecine tibétaine ?» Je dis « Je suis en train de lire un livre. » Il me dit « Vous en ferez. » Ok. Un second, je lui en parle pas, même chose. Il me dit « Mais vous avez été médecin tibétain ?» Incroyable. Je sais pas. C'est incroyable. Ouais. Alors, les fondamentaux, parce qu'on parle de cette médecine tibétaine, Sowa Rigpa. Voilà, je veux bien le dire à chaque fois. Sorig en abrégé. Sorig, voilà, exactement. Voilà. Vous dites, alors il y a toujours, on a l'habitude ici, et on a fait beaucoup d'émissions là-dessus, on parle des fondamentaux, quand on parle de spiritualité, on parle du corps, de l'esprit, des émotions, et vous rajoutez évidemment corps, esprit, émotion, énergie et le karma, et vous dites que tout ça, ils sont complètement indépendants. Rien n'est indépendant. Tout est interdépendant, et ça c'est un des grands principes
de la médecine traditionnelle tibétaine, c'est cette notion d'interdépendance. Tout est relié. Mm. Quand j'étais, par exemple, adolescent, j'étais très attiré par le bouddhisme, par le Dalai Lama, mais je considérais le bouddhisme comme quelque chose de nihiliste. Rien n'existe. En fait, la phrase n'était pas terminée. Rien n'existe par lui-même. Mais tout existe en lien d'interdépendance avec tout, en fait. Et ça, c'est les fondamentaux, c'est la base? C'est les fondamentaux. C'est la base. Les 5 éléments, qui sont les éléments qu'on connaît, qu'on a dans notre astrologie, hein. Le feu, la terre, l'air, l'eau. Et puis, il y a un 5e élément qu'on appelle l'espace, Namka en tibétain, que Platon appelait l'éther. Qu'on retrouve dans tous les systèmes, finalement, de la planète, chez les Amérindiens, qu'on avait dans la médecine grecque, notre médecine médiévale, en Ayurveda. Il n'y a que les Chinois qui ont un autre système, avec le métal et le bois. Mais on utilise aussi ce système-là, va les considérer comme des énergies extérieures astrologiques qui vont nourrir ces éléments internes dont je viens de parler. Et alors, quand vous dites que la guérison commence par la responsabilité et l'écoute intérieure, ça aussi, c'est une notion parfois abstraite et parfois presque culpabilisante. Parce que quand on se dit, si la guérison commence par la responsabilité et l'écoute intérieure, ça sous-entend que ceux qui n'ont pas pris conscience de ça sont responsables de leur maladie. Oui. C'est violent. Oui. C'est là où il ne faut pas le lâcher comme ça. C'est sûr, évidemment, sorti parce du que, contexte, voilà. c'est waouh. Et puis tout ce à quoi je m'efforce dans les consultations, c'est justement de déculpabiliser les gens. Alors évidemment, on est responsable, mais si on le savait, on ne ferait pas des choses qui vont à l'encontre de notre santé. On n'est pas conscient de tous ces processus. C'est là aussi où j'enseigne. J'utilise les consultations aussi comme des enseignements. Mais ça veut dire que cette médecine tibétaine, c'est une médecine de prévention déjà à la base? Beaucoup, oui. À la fois curatif et préventif. Oui. Comment elle se pratique alors, concrètement? Concrètement, les gens viennent avec un échantillon d'urine. Alors oui, c'est ça. J'ai vu ça. L'art tibétain de l'analyse d'urine. Oui. Ça fait partie des choses qui m'ont impressionné. Premier cours, le cours commence, il nous dit, demain, tout le monde vient avec son urine. Comment? Je fais montrer mon urine aux autres, on est un peu choqués. Et il prend les urines et il commence à raconter l'histoire des gens. Juste en regardant? En regardant l'urine. Wow. Et donc, il y a une heure pour la prendre, il y a... La première urine du matin. OK. Voilà. Donc, j'explique, je donne les consignes préliminaires pour prélèvement de l'urine. Évidemment, la veille au soir, comme l'urine est liée fortement à notre alimentation, il y a des conseils pour la veille au soir pour... pas manger ceci ou pas manger cela. Je repose les questions pour voir s'il y a certains critères dans l'urine que je dois écarter et qui sont très fortement liés à leur alimentation, mais on va vraiment voir quelles sont les énergies en présence dans l'urine. Alors, mais ça, c'est comme une analyse d'urine classique qu'on va faire en labo un matin. Alors, l'analyse d'urine dans un labo, alors il y a plusieurs critères. Il va y avoir des critères physiques, des critères bactériologiques, des critères chimiques. Là, on est vraiment sur une observation, on est sur une analyse sensorielle. Donc en fait, ça pourrait se rapprocher, et d'ailleurs dans mon livre, je prône pour une analyse d'urine intégrative, dans laquelle on pourrait intégrer certains paramètres de la lecture tibétaine de l'urine, qui sont vraiment dans les critères physiques, qui vont bien plus loin que ce qu'on peut faire en médecine. J'ai eu par exemple une personne en consultation qui vient, mais je lui dis, mais vous avez une infection urinaire? Il me dit, non, tout va bien. J'aimerais que vous voyiez votre médecin, et je lui dis quoi? Il dit ce que vous voulez, demandez une analyse d'urine. Il revient après, le sourire jusqu'aux oreilles, et il me tend l'analyse bactériologique, il avait une méga infection urinaire. Et le médecin de lui dire, ah, comment on a trouvé ça? Oui. Et il me dit, j'étais tout heureux de lui dire, c'est pas vous qui l'avez trouvé. C'est ça. Et vous, il n'y a pas de petite dosette, il n'y a pas d'analyse, c'est juste à l'observation? Oui. Waouh. On va observer la couleur, on va observer le liquide surnageant, on va observer s'il y a de la vapeur, on va sentir aussi l'odeur. L'urine a une odeur caractéristique, mais est-ce que c'est cette odeur caractéristique ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut sentir dans l'urine? Et puis, on va regarder les sédiments à l'intérieur aussi. Combien il y en a? Où est-ce qu'ils sont? Quelle forme ils ont? Parfois, on peut voir des symboles qui apparaissent dans ces images. Et puis, on va agiter le flacon d'urine et on va observer les bulles. Et il n'y a pas nécessairement des bulles. On peut dire, mais nécessairement, si j'agite, il y a des bulles? Non. Donc, en fonction de l'origine des bulles dans le flacon, la taille des bulles, leur comportement, eh bien, tout ça va nous donner des indications aussi sur les énergies vitales dans le corps et comment elles sont... Sur cette analyse que vous faites, est-ce que vous pouvez les faire parce que vous avez des perceptions
presque extrasensoriel, et donc vous arrivez à déceler, voir, appréhender, analyser les choses, ou alors c'est purement technique de quelque chose qu'on apprend comme un livre ouvert sur une méthodologie? Il y a une méthodologie, mais je dois avouer que parfois, il m'est arrivé que les gens viennent avec leur échantillon d'urine dans un petit sac, posé sur mon bureau, et avant d'ouvrir le sac, je sais déjà ce que j'y trouve. C'est un peu tout. Et ça, c'est vraiment une des particularités de la médecine tibétaine aussi. C'est à la fois technique, on suit, il n'y a pas de protocole, mais disons qu'on suit des indications. On parle de l'urine, mais il y a le pouls aussi, on va lire les pouls. Et il y a aussi beaucoup une part d'intuition. Alors, j'avais vu ça, effectivement, sur cette médecine tibétaine avec le pouls, où véritablement, quand on prend le pouls comme ça, la personne est capable de nous scanner complètement. Vous le faites aussi, ça? Oui. Oui. Donc, on va prendre avec index majeur annulaire sur chacun des poignets. Donc, avec ma main droite sur le poignet gauche et sur les deux poignets. Et sous chaque doigt, on va être capable de déceler 2 organes. Donc, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 organes. Et on va vérifier le niveau énergétique des organes. Ensuite, ce qu'on va lire, parce que là, c'est une lecture, je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui est speed, on peut imaginer que la qualité du pouls sera différente de quelqu'un qui est flegmatique. Donc, si je ressens des caractéristiques de l'énergie du feu, on parlait des éléments tout à l'heure, un pouls très rapide, et ce n'est pas les pulsations qu'on cherche, c'est vraiment la qualité du pouls, certaines caractéristiques. On apprend les caractéristiques du pouls pour chacune des énergies, et voilà. Est-ce que ça correspond à la nature de l'organe? Et est-ce que ça correspond à votre nature? C'est-à-dire que si je sens des caractéristiques de feu chez quelqu'un qui est speed, ok, il y a du feu, ça vous correspond. Après, peut-être c'est en excès, il faut voir. Mais si ces mêmes caractéristiques, je les trouve chez quelqu'un qui est flegmatique, ça, c'est pas toi. Le pouls que je sens, ça ne te correspond pas. Donc là, il y a quelque chose de pathologique. Donc, la lecture me donne des signes. Et puis, il y a évidemment l'anamnèse. On va beaucoup parler. Oui, bien sûr. Beaucoup parler. Et fort de tout ça, parce que voilà, la démarche diagnostique, c'est vraiment multifactoriel. C'est une constellation. Donc, il y a des signes. C'est telles énergies qui sont prédominantes, mais est-ce que c'est OK chez vous ou pas? Si c'est pas OK chez vous, il faut qu'on s'efforce de revenir à vos propres énergies et rétablir l'équilibre. Comment on peut expliquer, et notamment sur l'analyse d'urine, pour revenir à ce qu'on disait avant, pourquoi utiliser, j'allais dire, cette matière et pas le sang ou une autre matière que l'urine? Pourquoi l'urine? Parce que l'urine recueille toutes les informations du corps. En fait, l'urine, c'est un filtrat du sang. Notre sang est filtré au niveau des reins et va produire l'urine stockée dans la vessie et qu'on va évacuer régulièrement. Donc l'urine, en fait, elle récupère, elle est tout en bout de chaîne de tout le processus digestif et elle va récupérer les informations qui viennent de tout le corps. Donc voilà pourquoi c'est... Et dans les tantras de médecine, on dit que l'urine, en fait, c'est comme un miroir qui reflète clairement l'état de santé. Alors vous utilisez donc cette médecine tibétaine, et pas que, il y a les mantras aussi que vous utilisez, il y a la méditation, il y a les fréquences de guérison notamment. Tout ça fait partie de la médecine tibétaine? Alors les fréquences de guérison telles que je les utilise, ce sont des appareils électroniques, des générateurs de fréquences, ça n'a rien à voir avec la médecine tibétaine. Mais par les mantras, on est également dans des fréquences de guérison, mais qui sont produites là d'une façon naturelle. Ça veut dire que ces mantras-là, vous les donnez à la personne qui vient vous consulter en disant repartez avec ça et dites ça régulièrement? Ça peut. Ça dépend de l'ouverture d'esprit des gens. Ah oui, on ne demande pas aux gens d'être bouddhistes ou d'être ouverts à ça. Ouais. Donc, la plupart du temps, je récite les mantras de façon très discrète. Et puis, certaines personnes que je vais sentir ouvertes, pour lesquelles je pourrais connaître leur appétence, etc. Donc là, je vais pouvoir leur donner les mantras. Ceci dit, une personne qui vient consulter un praticien en médecine traditionnelle tibétaine, s'il n'est pas ouvert, c'est qu'il n'a rien à faire dans votre cabinet, pour le coup. J'avoue qu'on ne vient pas consommer du soin. C'est une démarche de transformation. Parce que justement, il y a cette notion de responsabilité. Donc on accepte de changer de comportement. C'est pas juste je viens... vous me donnez... Alors, docteur, on ne m'appelle pas docteur, je ne suis pas médecin, je suis praticien non médecin, mais je ne suis pas là pour donner des pilules. Donc, je suis là vraiment pour inviter les gens à reconsidérer leur vie, la lecture qu'ils en ont,
Et donc effectivement, ça demande une certaine ouverture. Et on parlait tout à l'heure de l'aspect préventif Oui. de cette médecine traditionnelle tibétaine. Ça veut donc dire que même si tout va très bien, c'est intéressant de venir vous voir et de vous consulter. Oui. Pour faire un petit check-up, quoi. J'ai un monsieur qui vient une fois par an. Voilà. Je lui dis, tout va bien, peut-être tu peux réajouter si ça, fais attention à ça, consomme telle épice, voilà. Mais tout va bien. Et je me dis aussi que sur la médecine allopathique, ça serait quand même intéressant de se rapprocher de tout ça. Oui. Ça vous arrive de parler peut-être avec des collègues ou d'autres personnes qui ont d'autres pratiques et qui justement se disent que on pourrait peut-être trouver des ajustements ou en tout cas des parallèles? On aimerait, en France, c'est assez compliqué. Bah oui, je sais bien, ouais. J'ai eu, il y a quelque temps, c'était l'année dernière, j'étais invité à donner une conférence sur présenter au public la médecine traditionnelle tibétaine. Un médecin faisait partie de l'audience. À la fin de la conférence, j'ai dit, avez-vous des questions? Et là, c'est l'exercice illégal de la médecine. Ah bah oui, là évidemment. Forcément. Et je lui dis, excusez-moi, de la médecine? Ma pratique, c'est la médecine tibétaine. Si vous avez écouté ma conférence, peut-être 5 fois, j'ai dit, je ne suis pas médecin. Et parfois, dans les consultations, pardonnez-moi l'expression, mais j'engueule les gens, je dis, allez voir votre médecin. Parce que moi, je ne suis pas médecin. Ma lecture, c'est une autre grille. Voilà, c'est. Mais une grille complémentaire. Qui est exactement complémentaire. Ce n'est absolument pas une médecine alternative. Quand on parle de médecine douce, l'acupuncture, c'est pas doux. La moxibution, c'est pas doux. Donc, pas de médecine douce, ça c'est un terme que je réfute, et certainement pas une médecine alternative, mais une médecine complémentaire. Mais vous ne guérissez pas alors? C'est le patient qui guérit, c'est la personne qui guérit. Éventuellement, je soigne. En tout cas, j'accompagne. Quelle différence faites-vous entre soigner et guérir? Pour guérir, il faut revenir à soi. On guérit, mais ce n'est pas quelqu'un qui nous guérit. Quelqu'un va nous apporter du soin, du réconfort, va nous accompagner sur un chemin de guérison, mais c'est soi-même qu'on guérit. Vous avez des exemples alors, ce n'est pas des patients pour le coup, c'est des clients, qui vous ont profondément marqué? Oui. On me pose régulièrement la question et systématiquement, j'ai une petite fille qui me revient en mémoire. La maman me téléphone et elle me dit ma petite fille a 8 ans, ça fait 2 ans qu'elle a mal au ventre. Et je dis, vous avez vu des médecins? Oui. Et ils ne trouvent pas. Elle n'a rien. Mais elle a mal au ventre depuis 2 ans. Avez-vous essayé des magnétiseurs? Oui. Et alors? Ça ne fait rien. Vous me mettez la pression. Et j'ai dit, bon, écoutez, je vais bientôt faire un salon du bien-être. Venez voir la tête que j'ai avant de me confier votre fille. Que vous voyez à quoi je ressemble si vous acceptez de me faire confiance. Donc, je l'ai rencontrée et elle est donc venue avec sa petite fille. Petite fille adorable. Et je sens que c'est sa grand-mère décédée qui est sur elle. Alors, comment vous sentez ça? C'est juste, ah ouais, là c'est une perception, c'est une information qui vous vient. Il n'y a pas eu de toucher, de pouls, d'analyse d'urine, de quoi que ce soit. Évidemment, je fais tout ça, mais il y a cette, il y a cette information qui me vient. Et donc, je pose des questions. Et sa grand-mère est décédée 2 ans auparavant. Donc, évidemment, j'en parle pas à la petite fille. Et donc, je fais un soin très rapide, parce qu'avec les enfants, ça va très, très vite. Et la maman qui était sur le canapé, qui attendait, je la regarde, je lui dis, à vous maintenant. Ah, là, un peu de stress. Donc, elle s'allonge sur la table, je m'approche d'elle, à voix basse, je lui explique. Je lui dis, je pense que c'est votre maman. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse quelque chose? Elle me dit oui. Et donc, on a fait monter, comme on dit, la maman. Et depuis, la petite fille n'a plus mal au ventre. Est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie de la médecine traditionnelle tibétaine? Oui. Oui. Parce que pour le coup, c'est plus une pratique, même je sais pas, un magnétiseur, un soin énergétique, c'est du même acabit, quoi. Oui, alors après, oui, peut-être, sans doute qu'on pourrait y arriver par d'autres chemins. Sans doute. Ouais. C'est possible. Oui. Mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, c'était de dire, vous avez quand même cette intuition plus, quoi. Vous recevez quand même, vous percevez. Alors, je ne sais pas si vous pouvez aller jusqu'à dire que vous avez de la clairaudience ou de la
clairsentience. J'aime pas ces termes. Comme ça. Oui, je sais bien. Mais le fait est que parfois ça, c'est l'ex-laboratoire pharmaceutique qui n'a pas envie qu'on le catalogue là-dedans. Mais c'est vrai que parfois j'entends, parfois je vois, parfois je ressens dans mon corps. Et ça aussi, c'était un chemin pour moi aussi. C'est-à-dire que j'étais un enfant très très timide, hypersensible. Et c'est une thérapeute qui m'expliquait, me dit, mais vous devez ressentir des choses, des douleurs, etc. Oui, mais elle m'a dit, mais apprenez à faire la différence entre ce que vous ressentez qui vous appartient, une douleur qui vous appartient, et celle qui appartient aux gens qui sont autour de vous. Et là, c'était une information cruciale pour moi. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir à mes propres ressentis, les propres douleurs que je pouvais avoir à l'intérieur de moi, ou émotions qui s'élevaient à l'intérieur de moi, qui peut-être n'étaient pas les miennes. Et notamment une dame, chignon tiré, très, très posée. Je lui prends l'époux et je lui dis, excusez-moi, d'où vous vient cette colère? Pardon? Je dis, écoutez, je la ressens, c'est insupportable, c'est à l'intérieur de moi. Je dis, il y a une colère en vous, c'est quelque chose d'énorme. Est-ce que vous voulez... vous allez la faire sortir. Hein. Je vais vous demander de crier, etc. Elle me dit, mais pardon? Et je dis, vous voulez que je vous montre? Elle me dit, oui. Et là, je saute sur le bureau, je donne des coups de poing sur le bureau, je hurle. Elle était comme ça, elle me regarde, je me rejette à l'arrière de mon fauteuil, je dis, à vous maintenant. Et donc, elle serre ses petits poings, elle fait... Et là, elle commence à taper sur le bureau et je lui dis, mais allez-y, mais tapez. Et elle a explosé. Et après, elle devait sortir. Et à partir de là, elle fond en larmes. Et j'ai eu je ne sais combien de messages après le rendez-vous. Merci, mais comment vous avez su? Mais c'est pas possible, même moi je le sentais pas, je savais pas, etc. Des histoires comme ça. En Espagne, j'étais allé enseigner en Espagne, parce que j'enseigne aussi la médecine tibétaine, et une des élèves me dit... est-ce que tu accepterais de donner un rendez-vous à mon mari? Bien sûr. Je m'y attendais, son mari se dégonfle et je me dis, est-ce que je peux prendre sa place? Et donc, il y avait une amie qui traduisait l'espagnol et je prends l'époux et je sens une profonde tristesse en elle. Et dans l'époux, je sens un problème au niveau des reins. Et je ne sais pas comment, là encore, je lui pose des questions sur... sa famille, des événements familiaux en rapport avec ça. Et elle m'explique que quand sa mère était enceinte d'elle, donc la sœur de sa mère avait un bébé qui est décédé d'un cancer du rein, alors que sa mère était enceinte. Et en hommage à cette petite décédée, elle a donné son nom, le même prénom. Donc il y avait un fort lien énergétique. Et j'ai dit, mais il y a un lien à couper. Et ce problème que je sens dans les reins ne vous appartient pas. Ça appartient à votre lignée. Cousine. Ouais. Mais ça veut dire que dans cette médecine tibétaine, le transgénérationnel, les mémoires cellulaires, tout ça est très présent pour le coup. Oui, le karmique, le transgénérationnel. Parfois, les deux peuvent être liés aussi. Parce qu'on peut très bien imaginer que dans une incarnation précédente, cette incarnation ait été dans ma propre lignée. Et quand dans les constellations familiales, par exemple, on va aller nettoyer des mémoires, sortir le cadavre que l'arrière-grand-père a mis dans le placard, bah peut-être que l'arrière-grand-père, c'était mon incarnation précédente. Et ce qui fait que, oui, bah dans cette vie-là, c'est à moi d'aller le sortir. Les deux, peut-être pas, mais il y a aussi, peut-être, oui, dans certains cas, on peut juxtaposer le transgénérationnel. Tous les exemples que vous avez donnés sont les conséquences du transgénérationnel ou de l'engrammage cellulaire, des mémoires cellulaires, etc. etc. Ça veut dire c'est un socle essentiel dans la médecine traditionnelle? Oui. C'est-à-dire que on est toute pathologie que vous pourriez déceler, quelle qu'elle soit dans ce degré de gravité, et pour vous, la conséquence de quelque chose de soit transgénérationnel, soit mémoire cellulaire et autres? Mémoire cellulaire, oui, mais ce n'est pas nécessairement karmique. Et les pathologies karmiques sont les plus complexes. Parce que là, elles vont résister au traitement classique, etc. Ouais. Et donc là, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une approche spirituelle pour aller travailler à ce niveau-là, sur le karma. Mais sur des pathologies vraiment classiques, je dirais, la bobologie, etc., on part à une correction d'alimentation,
d'hygiène de vie, de comportement, parce que ça va être les 2 premiers volets sur lesquels on va jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé le diagnostic, dans les arbres de la médecine tibétaine, parce qu'il y a vraiment toute une iconographie. Alors aujourd'hui, on parle de carte mentale, d'arborescence, mais à l'époque, enfin je dis à l'époque, au XVIIe siècle, quand un médecin du Dalai Lama, régent du Dalai Lama, a fait illustrer les tantras de médecine, ce sont des magnifiques arbres, donc on a toute cette classification. Et sur la racine du traitement, on va avoir une première branche, ça va être sur l'alimentation, modification, proposition, suggestion de correction d'alimentation, comportement, hygiène de vie, rythme de vie, etc. En 3e lieu seulement, la pharmacopée. Les médicaments, ce n'est pas la première chose, ça vient seulement en 3e. Et en 4e, par opposition à ce qu'on va ingérer, c'est tout ce qu'on appelle les thérapies externes. Les massages, les ventouses, la moxibustion, l'acupuncture, etc. Il y a la balnéo, il y a beaucoup de soins comme ça. Et les mantras sont dans tout ça. Et puis, voilà, effectivement, quand on est après sur des pathologies karmiques, là, on va beaucoup utiliser les mantras, des rituels, des choses comme ça. Presque une connotation de magie. Alors, c'est intéressant parce que, à l'origine, Sowa Rigpa, on parlait de Drangsong, c'était la médecine des hommes sages. Et telle qu'on la pratique aujourd'hui et telle qu'elle m'a été enseignée encore, ça vient du XIIe siècle. Ça vient d'un personnage qui s'appelle Yuto Kyonten Gunpo, qui a vécu au XIIe siècle, et c'est vraiment lui qui a structuré et qui a réécrit les tantras de médecine, qui sont encore publiés aujourd'hui et que j'ai dans mon cabinet et avec lesquels on travaille. Mais à l'origine, il existait une médecine indigène au Tibet avant même que le royaume du Tibet n'existe, et c'est issu de la religion chamanique Bon, qui est la religion en fait identitaire du Tibet. Aujourd'hui, Tibet, bouddhisme. Bouddha a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Le bouddhisme a été introduit au 8e siècle après Jésus-Christ. Donc en fait, il y a eu 13 siècles. Donc aujourd'hui, Tibet égale bouddhisme, il y a encore cette religion qui est là. Donc dans cette tradition chamanique, qui est vraiment la base, les fondements de cette médecine tibétaine, oui, il y a un peu une part de chamanisme. Et à l'époque, les diagnostics étaient à base de divination, donc on parlait d'intuition, tout ça, et les traitements beaucoup à base d'exorcisme. Donc il y a toujours un peu cet aspect-là, parfois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est effectivement les jeux de chaman, ça c'est quelque chose que, puisque vous parliez justement de chamanisme, que vous connaissez, mais sans le savoir, depuis tout petit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Au lieu de jouer aux cow-boys et aux Indiens, vous jouez aux chamans, quoi. C'est vrai. Tout le monde se bagarrait. Moi, je veux être shérif, je veux être chef des Indiens. Moi, j'étais l'homme médecine. Ça n'intéressait personne, mais moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais ce qui est incroyable, c'est que tout petit, homme médecine, enfin, je veux dire, c'est quand même un truc qui est improbable. Et dans votre entourage, on devait se dire quand même, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Homme médecine, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Et ça, je l'ai compris après coup. Vous avez étudié aussi donc l'astrologie. Alors le magnétisme, évidemment, on imagine que c'est aussi une des pratiques complémentaires, indissociables. L'astrologie aussi, pour le coup, dans la médecine tibétaine? Oui. Alors, il y a ce qu'on pourrait considérer comme l'office central de médecine tibétaine, qui était à l'origine au Tibet détruit lors de l'invasion chinoise, mais que le Dalai Lama a reconstruit à Dharamsala en Inde, qui s'appelle le Men Si Kang. Kang, c'est la maison, Men, la médecine, et Tsi, c'est l'astrologie. Donc c'est la maison de la médecine et de l'astrologie. Médecine et astrologie sont deux sœurs. Et dans les tantras de médecine, on dit un très bon médecin est un bon astrologue. Et un très bon astrologue est un bon médecin. Donc je ne sais pas trop comment je me situe dedans, mais oui, j'ai appris un peu l'astrologie tibétaine. Et donc du coup, c'est une astrologie, alors c'est pas l'astrologie de monsieur et madame Michu qu'on voit à la fin des magazines en disant 3e décan, il va pleuvoir aujourd'hui. C'est ça que je veux dire, on n'en est pas là, et on n'est pas dans ce registre-là. Mais comment est-ce que vous la mettez en application quand vous faites un accompagnement, un soin ou un diagnostic? Eh bien, il y a une notion de temporalité, de saisonnalité. Et je parlais des éléments chinois tout à l'heure, donc qu'on va considérer comme des éléments extérieurs. L'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple du foie. Dans la médecine chinoise, on va dire le foie est un organe bois, alors que dans la tradition tibétaine, on va dire le foie est un organe feu. Mais il y a une correspondance. C'est-à-dire que le bois, cette énergie astrologique chinoise, qui se manifeste très fortement au printemps, au moment où vraiment la végétation se réveille et se remet à pousser. Donc, on a cette énergie du bois qui est très présente dans notre environnement. Le feu, de quoi se nourrit le feu? Du bois. Du bois.
cette énergie astrologique du bois vient nourrir mon organe qui est feu. Donc, ces éléments astrologiques, et dans l'astrologie tibétaine, l'astrologie élémentaire tibétaine, on va parler des mêmes animaux et des mêmes éléments que la médecine chinoise, que l'astrologie chinoise, que pratique ma compagne. Et on va vraiment les considérer en lien avec nos organes. Et je parlais d'énergie des organes au niveau des poux aussi. À chaque saison, l'énergie d'un organe va prédominer aussi. Donc, on va aussi utiliser ça. Et puis, dans l'astrologie, il y a certains jours qui vont être défavorables à certains types de traitements. Et si vraiment on doit les faire, donc autant que possible, éviter ce type de traitement à certains endroits. Et puis, si vraiment on a besoin de les faire, donc il y a certains mantras bien spécifiques de protection qu'on va pouvoir utiliser pour éviter de blesser le corps. Ne jamais choquer, ne jamais blesser le corps. Sur la saisonnalité des organes, c'est ce que vous évoquiez il y a un instant. À l'heure où on enregistre l'émission, on est en automne. Oui. Donc c'est les poumons. Les poumons. Voilà. Donc ça veut dire quoi? L'énergie du métal. Ouais. Le métal, c'est tranchant. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? C'est une énergie de séparation. Ouais. Hein, c'est là où on a les échanges gazeux, on va faire pénétrer l'oxygène, on va recracher le CO2, etc. Donc c'est une énergie de séparation. Et on va parler des 5 fleurs aussi en médecine tibétaine. Donc une fleur, elle a une racine, elle a une tige et puis elle a une fleur. Et ça symbolise un lien énergétique entre la racine, qui va être un organe plein, cette tige creuse, un organe creux, et cette fleur qu'on va considérer comme un organe d'essence. Et là, en automne, sur cette fleur du poumon, les poumons servent à respirer, on va être sur le nez. La fleur, ça va être le nez, l'organe sensoriel, ça va être le nez, les poumons en organe plein, et le côlon, le gros intestin en organe creux. Il y a un lien énergétique entre les poumons, le côlon et puis le nez. Donc c'est toute cette chaîne énergétique sur laquelle il va falloir être vigilant en cette saison et protéger. Bah, j'ai envie de vous demander évidemment les 3 autres. Les 3 autres saisons. Les quatre autres fleurs, alors, il y a 5 fleurs. L'hiver? L'hiver, c'est l'eau. L'eau, c'est les reins, c'est la vessie. Et puis, quel organe ça pourrait être sensoriel? En fait, quand on regarde la forme de nos oreilles, ça ressemble vraiment à... Donc là encore, la chaîne énergétique, ça va être les reins, la vessie et puis les oreilles. Et l'hiver, avec le froid, on a plus envie d'uriner. On sent que c'est vraiment ces organes-là qui travaillent. Et c'est vrai de ces organes qu'il va falloir protéger, réchauffer. Voilà. Printemps? Au printemps, on va être sur l'énergie du bois, dont je parlais tout à l'heure. Et ça va être le foie en organe plein, la vésicule biliaire et les yeux. Les yeux sont fortement reliés au foie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous présentez, et on va faire l'été évidemment, mais à chaque fois que vous présentez effectivement une saison et cette saisonnalité qui corrobore avec les organes, etc., ça veut dire qu'il faut prendre soin de ces organes-là dans ces périodes-là? Oui, en priorité. En priorité? Oui. Et l'été? Alors l'été, c'est le feu, c'est le cœur, c'est l'intestin grêle, et puis c'est la bouche. Il faut prendre soin de ces organes-là en fonction des saisons. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, on a parlé évidemment de cette dimension astrologique. La morphopsychologie. Oui. Ça aussi? Oui. C'est un outil que vous utilisez? Oui. J'observe les gens, je vais observer leur façon de marcher, de parler, etc. Donc, c'est vraiment tout un ensemble. Alors, morphopsychologie, c'est une discipline à part entière. Alors, on n'irait pas jusqu'à dire qu'en médecine tibétaine, il y a de la morphopsychologie, mais tout de même. Je parlais tout à l'heure de tempérament. Je donnais l'exemple d'une personne flegmatique ou d'une personne speed, pour parler trivialement. On considère qu'on a 3 énergies vitales. Et ces 3 énergies vitales, qui sont issues donc des 5 éléments, nous constituent. Voilà, on est constitué en différentes proportions de ces 5 éléments, ces 3 énergies vitales, à la fois dans notre corps et dans notre esprit. Et ça va tout naturellement avoir tendance à donner certaines morphologies. L'énergie du feu, par exemple, ça va donner des gens... on est plutôt sur des gens qui vont être un peu athlétiques, hein, c'est vraiment très fit. L'élément air, l'énergie du long, du mouvement, des personnes qui vont être très longilignes,
c'est une énergie d'ascension. L'air, c'est très léger. On a vraiment des gens qui peuvent être très maigres, très fins. Et puis, on a la terre et l'eau, conjointement, qui vont donner cette troisième énergie qu'on appelle Pekan, qui veut dire terre et rosée. Donc, on retrouve cette double nature terre et eau. Et qui est une énergie... et la question que je pose souvent, c'est quand on mélange la terre et l'eau, ça donne quoi? La boue. De la boue. La boue, c'est lourd, c'est froid et c'est collant. Cette troisième énergie, elle est lourde, elle est froide, elle est collante. Donc, elle va gérer tous les liquides du corps, notamment. Donc, c'est les personnes en surpoids, c'est les personnes qui ont un bon point. Plutôt de l'embonpoint. Okay. Et puis, au niveau mental, ça peut donner une certaine tempérance, voire une certaine immobilité, une certaine lourdeur. Et typiquement, alors, ces trois énergies aussi, on parlait de saisonnalité, mais déjà, il y a une vague qui est plus petite au sein même d'une journée. Ces trois énergies, donc, et en arrière, hein, en creux dans ces énergies-là, c'est les éléments, vont se succéder comme ça. Donc le matin au réveil, bien, c'est cette énergie de terre et d'eau, une énergie froide, lunaire qui va se manifester. On émerge, peut-être plus ou moins difficilement, selon comment on est marqué par cette énergie-là. Mais en tout cas, le matin, c'est cette énergie qui va se manifester. De même que dans notre première période de vie. Ces petits bébés tout potelés qui dorment beaucoup, on est vraiment gouverné, cet âge de la vie est gouverné par cette énergie-là. Et puis le midi, et au midi de la vie aussi, ça va être l'énergie du feu. Le soleil est au zénith, c'est l'énergie du feu qui se manifeste. Et puis on avance en âge ou dans la journée, ça va être l'énergie du vent, de l'air qui va se manifester. Et là, on commence à être brassé, on peut avoir des idées noires, voilà, on peut avoir des choses comme ça. Et sur la troisième partie de vie, à la ménopause, à l'andropause, à partir de là, on rentre dans une période de vie qui est gouvernée par cette énergie-là. Et c'est aussi comme ça qu'on va expliquer la puberté, la ménopause, qui ne sont pas des maladies, mais simplement des périodes transitoires qu'on va accompagner au mieux par les méthodes qui conviennent. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir cette analyse-là et votre approche, parce qu'on a souvent entendu des gens dire « moi, je suis plutôt d'une énergie de feu » et on se dit « ah bah c'est de l'acquis, ça bouge pas ». Or non, on prend différentes énergies en fonction soit effectivement de la période de notre vie, soit de la période de la journée ou du mois ou de la semaine. Enfin, oui, c'est-à-dire il y a le moment de la journée. Là aussi, dans mon questionnement, c'est... Évidemment, les gens, quand ils viennent parce qu'ils ont un problème, quels sont vos symptômes? Parfois même, je leur dis, mais pourquoi vous avez ça? Et les gens savent exactement ce qui s'est passé dans leur vie. Quel élément déclencheur? Souvent, ils le savent. Et on va demander, quels sont... avez-vous identifié des éléments déclencheurs? Dans quelles conditions ça s'aggrave ou ça s'améliore? Peut-être avec l'alimentation. Est-ce qu'il y a des moments de la journée? Est-ce qu'il y a des saisons? Quand on est vraiment sur quelque chose de chronique, on a du recul. Est-ce qu'il y a une saison, une météo, ou un moment de la journée dans lequel c'est plus grave? Dans lequel ça s'aggrave? Ou au contraire, ça va s'apaiser? Évidemment, donc effectivement, il y a toutes ces couches de l'âge, du moment de la journée, de la saison, qui viennent s'ajouter à qui on est, à notre terrain de naissance. Et ça fluctue. Et ça fluctue. Ce qui fait que, par moment, ça va venir contrebalancer mon terrain, et puis à d'autres moments, ça va l'exacerber. C'est pour ça que la lecture, vous, en tant que praticien, elle est parfois complexe. Parce qu'il y a énormément d'éléments dans tout ce qu'on vient de décrire, que vous passiez de l'astrologie au magnétisme, en passant évidemment par tout ce que vous avez évoqué avec les saisonnalités. C'est très varié, quoi. Oui. C'est tout un univers. Oui, c'est un vrai univers extrêmement éclectique. Hein. Un médecin un jour m'avait dit « Ah oui, c'est de la médecine de rue ». Non, c'est pas de la médecine de rue, c'est un système très codifié. Quel mépris. J'avoue que parfois, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Il y a parfois une condescendance, oui. Et d'ailleurs, ce médecin-là, on a eu une grosse conversation. Après ma conférence, il me dit « Mais c'est l'exercice illégal de la médecine ». Je dis « Je ne trompe personne. Je ne suis pas médecin. Ma pratique, c'est celle-ci. Je ne me mêle pas de la médecine conventionnelle. » Et d'ailleurs, je ne demande qu'à travailler avec des médecins. Et puis je dis, vous savez, 80% de la population mondiale est soignée par des médecines traditionnelles. Pas par notre médecine universitaire, conventionnelle, occidentale. L'OMS a une politique décennale de promotion des médecines traditionnelles parce que les soins de santé s'envolent partout dans le monde. Alors c'est clair que ce type d'approche, ça ne fait pas tourner l'économie. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas de petites pilules qui vont bien et qui se vendent dans des plaquettes. Voilà, c'est sûr. Oui. C'est sûr.
Et c'est dit d'un ex, comment dirais-je, j'allais dire un ex, pas praticien dans les laboratoires, comment on appelle ça? Vous êtes, comment on dit? J'étais chef de projet. Oui, chef de projet dans un laboratoire pharmaceutique. Voilà, c'est quand même, voilà. Vous avez vécu le système, au cœur du système, quoi. Oui. Ce qui doit vous sembler être une autre dimension, parce qu'on est aux antipodes de ce que vous faites aujourd'hui. J'ai pu avoir un pied dans chaque monde pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, on commence à faire le grand écart et c'est plus tenable. Et là, c'est notre corps, parce qu'on se ment à soi-même, hein, j'avoue. Ouais. Est-ce que maintenant, vous parlez de vos enfants, de votre épouse, etc., est-ce que le fait d'avoir cette maîtrise de toutes ces techniques, ça a dû changer beaucoup de choses dans... on voit la vie autrement. Bien sûr, dans votre vie en règle générale. Oui. Et ce que j'adore, c'est cette approche des éléments. Et le terme tibétain pour dire pour ces 5 éléments, c'est Jungwa. Ça ne veut pas dire éléments, ça veut dire les sources, les origines. Et en fait, on va considérer que tout ce qui existe, que ce soit nous, mais cette table, tout ce qui existe dans notre univers est constitué de ces 5 éléments. C'est dans le sens aussi où je disais, rien n'existe par lui-même, tout est un assemblage des 5 éléments. Et donc en fait, c'est un alphabet qui permet de tout décrypter. Et on en parlait hier soir, on regardait la télévision il y a pas très longtemps, je crois que c'était Thalassa. Et il y avait une femme qui était chercheur d'or. Et elle explique à l'animateur qu'elle était chanteuse lyrique. Il dit, mais quel rapport? C'est ça. Et ma compagne, donc, qui fait de l'astrologie chinoise, donc qui est aussi sur la lecture des éléments, et elle me dit, le chant, c'est du métal. Chercheur d'or, c'est du métal. En fait, elle est dans ces mêmes énergies. Eh oui. Et par cette approche des éléments, on peut avoir... autant ma compagne peut s'en servir en accompagnement, en orientation, on pourrait dire presque orientation scolaire. On peut avoir une lecture, mais complète de tout par ces éléments. C'est très puissant. Mais quand on vous entend, alors effectivement, on entend et on maîtrise, et on prend conscience de la puissance de cette médecine et de cet accompagnement, et on se dit aussi que c'est presque une médecine du bon sens. Il y a plein de bon sens dans ce que vous dites et dans cette approche, dans ces différentes approches. Alors parfois, c'est vraiment accessible. Oui, parfois c'est complexe. Voilà, dans ces règles de comportement, je parlais des 4 piliers. Et de la même façon, encore une fois, les 3 mousquetaires étaient 4, mais les 4 piliers, il y a le 5e avec les mantras saupoudrés partout. Ce pilier du comportement, parfois c'est du bon sens. Dans les règles vestimentaires ou on va pas aller se balader tout nu dehors quand il fait trop froid. Bah oui, tu t'habilles, tu mets un pull, tu fais attention à ton sommeil, etc. Il y a des choses qui sont vraiment du bon sens. Et il y a des choses qui sont peut-être un peu moins évidentes. Oui, et c'est pour ça que le corpus scientifique voit cette approche du bon sens avec beaucoup de légèreté, en se disant, bah oui, évidemment, il fait froid, tu mets un pull, c'est pas de la médecine. C'est ça qu'on va vous rétorquer, parfois. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Alors, il y a ce livre, L'art tibétain de l'analyse d'urine. Et alors, j'étais en train de le feuilleter, et au moment où, évidemment, je l'ouvre, vous expliquez, évidemment, comment est-ce que on peut analyser, notamment la couleur des urines, qui donne une signification à, entre guillemets, la problématique, ou en tout cas, le questionnement qu'on peut avoir d'un de vos clients. Pour autant qu'on ait respecté les règles avant d'alimentation, et je me suis amusé notamment à consommer de la betterave rouge pour voir l'influence que ça avait sur l'urine. Voilà, certains compléments alimentaires aussi peuvent changer la couleur. Donc on voit tout de suite les gens qui vont prendre de la spiruline ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'avant de vous consulter, vous préconisez bien quelques jours ou 48 heures avant d'éviter de faire... la veille, oui. La veille, éviter ceci, éviter cela, éviter ceci. J'avais une dame une fois en consultation, elle vient, donc j'observe son flacon d'urine, donc je fais ma lecture, je respire, je lui dis, vous êtes allé au McDo et vous avez mangé un hamburger aux chèvres. Et elle me dit, mais c'était juste une fois. Incroyable. Ah oui, vous pouvez aller jusque-là dans l'analyse. Mais là, je passe pour un chaman, mais c'était... Déjà, quand on tourne autour de ces restaurants, il y a une odeur particulière. C'est vrai. On retrouvait ces odeurs dans l'urine, donc c'était amusant. C'était amusant. C'était un petit clin d'œil. Donc là, ça fait vraiment, on passe pour un magicien. Comment dit-on? Pao Dorje. Pao Dorje. C'est le nom tibétain que vous avez?
En fait, j'ai 2 noms tibétains. Ouais. Lorsque j'ai pris refuge, le lama m'a donné un nom. Et lorsque j'ai commencé le cursus de médecine tibétaine, le docteur Nida m'a donné un autre nom. Voilà. Parce donc c'est un médecin, un tibétain, médecin tibétain, donc de Sowa-Rigpa. Mais c'est également un yogi, détenteur d'une tradition. La tradition des Nakpa. Nak en tibétain, c'est la voix. Donc les Nakpa, ce sont les chanteurs de mantras. C'est ceux qui récitent les paroles sacrées. Et à ce titre-là, le fait d'être détenteur d'une lignée spirituelle, une tradition spirituelle laïque, c'est pas un moine, il est laïque, il est marié, il a des enfants, avec une spiritualité ancrée dans le quotidien. Donc il m'a effectivement rebaptisé de ce nom de Pawo Dorje. Bravo, je trouve assez fascinant et vraiment on a survolé tout cela. Il faut absolument que vous vous procuriez. Il est en auto-édition ? Oui. Ouais. Donc on va vous mettre le lien pour que vous puissiez évidemment en savoir un peu plus sur l'art tibétain de l'analyse d'urine. Alors ça c'est, vous savez, on va même changer, on va enlever ce titre et on va mettre ça. On va mettre le titre de votre ouvrage parce que je le trouve beaucoup plus parlant. Qu'est-ce que vous aimeriez, Patrice, que l'on retienne de vous, de notre échange et notamment de cette approche de la médecine traditionnelle tibétaine? Qu'il y a toujours une solution. Qu'on soit en quête d'un mieux-être, de sens, d'un réalignement. Il existe une voie, il existe des moyens humains. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui me racontent à quel point l'approche médicale occidentale peut être violente. Et c'est important de remettre de l'humain. Ouais. L'humain est au cœur et ce qu'on disait en début de notre entretien, guérir, c'est revenir à soi, c'est un retour à soi. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens dans ce chemin, dans cette transformation. Ce qui me pousse d'ailleurs à écrire d'autres ouvrages. Celui-ci, c'est le premier. J'ai découvert que j'aimais écrire. Donc, j'en ai en cours sur la méditation, sur la transmutation mentale. Il y a beaucoup de choses à dire sur, sur cette approche de la médecine traditionnelle tibétaine. Donc, tout le monde se sent bien dans la famille Richard ? Oui. Tout le monde est en forme pour le coup ? Tout le monde est en forme. Bah oui, j'imagine, ça sera un comble quand même. Et vos enfants trouvent ça... D'ailleurs, je pense qu'ils sont fiers, oui. Ouais, j'imagine. Et alors, juste un truc, vous savez que tout le monde sait, tous ceux qui ont des enfants savent que quand ils rentrent à l'école, à un moment donné, il y a des petites fiches à remplir. Profession du père, profession de la mère, ils disent quoi alors profession du père ? Alors à l'époque, ils sont grands maintenant, mais à l'époque, j'étais bien rangé. Dans les labos, ok. Ouais. Et là, aujourd'hui, alors, ils disent quoi ? Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais moi, je pense qu'ils disent papa fait de la médecine tibétaine. La médecine tibétaine ? Ouais. Bon. Magnifique. Bravo, commentez avec bienveillance comme toujours, c'est très très instructif, vraiment, lisez, et puis on a envie évidemment de venir vous voir. Est-ce qu'on peut faire ça à distance aussi ou pas ? Oui, alors pas la médecine tibétaine, l'analyse d'urine à distance, ça serait compliqué. Alors, on m'a déjà demandé, j'ai jamais franchi le pas encore, on pourrait se contenter d'un entretien. Dit, vous pourriez juste voir au moins. Alors, en visio, c'est pas évident. Donc en fait, j'ai une autre pratique qui est la libération du péricarde, qui là pour le coup, on est vraiment sur les mémoires cellulaires, où je vais pouvoir aussi là visiter des vies antérieures, il y a des choses qui remontent. Un soin que j'adore aussi, qui est complémentaire à la médecine tibétaine et qui s'inscrit très bien dans un parcours de soins en complément de l'approche tibétaine. Là, ça fonctionne très très bien à distance. Je fais très régulièrement à distance. Et on va mettre le site internet l'or-bleu.com. Oui. Pourquoi l'or bleu ? Eh bien, c'est une information qui est descendue. Petite canalisation. Mon site avait été piraté pendant il s'appelait Pawo Dorje, mon site du nom de mon nom tibétain pendant le confinement. Ouais. Et je sentais que voilà, avec mes autres approches, il fallait que j'élargisse ma présentation, mon étendard. Et lors d'une promenade, c'est arrivé comme ça. Et donc, du coup, je me suis posé la même question. Pourquoi l'or bleu ? Bah oui. Et en fait, le Bouddha de médecine, c'est le Bouddha bleu qui siège dans le cœur. Et dans la libération du péricarde, on a de l'or dans le cœur. Tout est toujours chez moi dans la dimension du cœur. Et
On parle aussi du Bouddha lapis lazuli pour le Bouddha de médecine. Et dans la tradition égyptienne, le lapis lazuli, alors on voit de toute façon, c'est bleu, c'est or. Voilà. Donc j'ai tissé tous ces liens. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi ça allait être l'or bleu. Et j'adore ce nom. Bravo, merci, passionnant, vraiment. Lisez, prenez contact avec Pao, avec Patrice. D'ailleurs, vous préférez qu'on dise quoi, Patrice, Pao? Oui, les deux. Ma fille m'appelait Pavo d'Orge quand elle était petite. Magnifique. Patrice, oui. Commentez avec bienveillance, je le disais. On va lire tout cela et on vous met les liens pour que vous puissiez prendre soin de vous au travers de l'approche de Patrice Richard. Merci infiniment. Merci. Bon retour en Normandie. Merci. Faites ça bien et on se retrouve très vite quant à nous pour une prochaine rencontre. Salut à tous et merci.